Très jeune, à l'âge de 11 ans, j'étais déjà un entrepreneur. Bien que j'étudiais encore au cours primaire, et très tôt, mon père avait perdu la vue. Heureusement ou malheureusement, j'ai pris la relève de ces entreprises. Donc, mon papa avait une entreprise de construction. Il avait des moulins à maïs et il avait aussi des taxis et il avait aussi des boutiques. J'étais au même moment dans le centre par exemple, j'étais un meunier, j'étais un ébénistier, j'étais au même moment même un comptable pour mon père parce que mon père avait perdu la vue. Mais vous venez de parler de votre enfance dès l'âge de 11 ans. Vous avez eu un événement malheureux qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, en prenant du recul, vous vous dites que c'est bien quand même, c'est quelque chose qui vous a forgé ou vous auriez aimé profiter de votre enfance comme tout enfant normal? Mais pour être très honnête avec vous, je n'ai jamais regretté mon enfance parce que je sais que c'est la meilleure des choses qu'un jeune doit faire. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un profil transversal, un profil multidisciplinaire. Je ne dirais pas que je vais encourager les jeunes à prendre le bateau, à prendre le vol pour aller se chercher ailleurs. La seule chose que j'ai appris dans ma vie, on peut se construire partout. De votre parcours, on retient que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que vous avez eu depuis tout petit. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on quitte le domaine entrepreneurial, de venir à la fonction de consul honoraire du Bénin au Canada? Déjà, comment devient-on consul? Donc, très tôt, j'avais appris à collaborer avec des gens, d'abord. Et c'est à cause de ça. Et puis, j'ai aidé beaucoup de gens aussi à immigrer au Canada. Et parce que j'ai toujours cru au partage d'informations. Et puis, c'est comme ça. Et arrivé au Canada, j'avais compris qu'il manquait un service consulaire. Et il manquait un service à la diaspora. Aujourd'hui, je suis très fier de devenir consul honoraire du Bénin à Montréal depuis 2015. Et puis, comme vous le savez, le service est très efficace. Bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast Décrypteur, le podcast qui questionne nos réalités et qui nous permet aussi d'apprendre des devanciers et d'avoir un regard nouveau sur le monde qui est en plein essor. Déjà, nous tenons à vous remercier parce que nous sommes désormais 1000 abonnés sur la chaîne et nous allons vous inviter à continuer à nous laisser des commentaires, à aimer la vidéo, à partager, à inviter vos amis à suivre la chaîne. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial qui endosse plusieurs rôles. Et nous allons beaucoup apprendre de son parcours, de ses implications et de ce qu'il peut faire pour la jeunesse de la diaspora et de la jeunesse africaine. Nous allons le laisser se présenter et ensuite vous nous connaissez déjà, moi c'est Edoro Sèche Padonou. Moi c'est Ambroise Adjagboni. Donc on va laisser notre invité se présenter et on ira dans le vif du sujet. Ouais, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien. Moi, mon nom c'est Luc Isidore Takwa. Donc, je suis le consul honoraire du Bénin à Montréal. Et de profession, je suis ingénieur analyste de systèmes informatiques. Ensuite, travailleur autonome, entrepreneur, investisseur immobilier. D'accord. Mon parcours, c'est un parcours atypique, parce que très tôt et très jeune, à l'âge de 11 ans, j'étais déjà un entrepreneur. Bien que j'étudiais encore au cours primaire, très tôt, mon père avait perdu la vue et heureusement ou malheureusement, j'ai pris la relève de ces entreprises. Donc, mon papa avait une entreprise de construction. Il avait des moulins à maïs et il avait aussi des taxis et il avait aussi des boutiques. Donc, jeune, et je n'ai pas connu la même jeunesse comme tout le monde, c'est-à-dire les boîtes de nuit et disons les filles et puis tout. Donc je n'ai pas connu ça et parce que j'étais au même moment dans le centre par exemple, j'étais un meunier, j'étais un ébénistier et j'étais au même moment même un comptable pour mon père parce que mon père avait perdu la vue. C'est mon père qui avait construit l'hôtel Alejo. Au Bénin, au fait, le côté menuiserie et bénisterie. Donc, très jeune, je m'étais retrouvé dans une situation que tous les jeunes peut-être n'aimeraient pas se retrouver. Et parce que ne devraient pas se retrouver, parce que très jeune, à 11 ans, donc j'étais toujours impliqué dans la compagnie familiale. Donc, vu qu'il avait perdu la vue, donc j'avais pris une grande responsabilité et vraiment morale
Et puis une grande, parce que il fallait contrôler les chauffeurs de taxi Oui, qui ça. garaient leurs véhicules tous les soirs. Il fallait aussi faire le recrutement des meuniers, les gens qui faisaient le moulin. Et il fallait aussi au même moment aller sur les chantiers. Et croyez-moi, à 14 ans, je conduisais mon père comme son chauffeur personnel les week-ends. Donc, pour faire de foyer et de chantier en chantier. Donc, c'est, disons, une enfance au même moment passionnante. Mais aujourd'hui, je me rends compte que vraiment j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Par contre, j'étais très brillant à l'école parce que j'ai fait la série C, donc j'ai fait les mathématiques et les physiques, ce qui m'avait permis de prendre le vol vers l'Union soviétique en 1989 et puis pour une formation en ingénierie informatique et intelligence artificielle. Voilà en résumé mon parcours, mais on peut rentrer encore plus dans les détails dans le parcours professionnel suite à nos échanges. D'accord. On voit réellement que votre parcours est assez atypique, mais vous venez de parler de votre enfance dès l'âge de 11 ans. Vous avez eu un événement malheureux qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, en prenant du recul, vous vous dites que c'est bien quand même, c'est quelque chose qui vous a forgé ou vous auriez aimé profiter de votre enfance comme tout être enfant et tout enfant normal en fait? Mais pour être très honnête avec vous, je n'ai jamais regretté mon enfance parce que je sais que c'est la meilleure des choses qu'un jeune doit faire. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un profil transversal, un profil multidisciplinaire. La preuve, je suis ingénieur analyse de système informatique. J'ai fini avec une mention honorable en Union soviétique dans le temps, mais aujourd'hui, je fais carrément autre chose. Et ce qui me met plus en confiance, parce que oui, je n'ai pas connu les boîtes de nuit, oui, je ne me suis pas promené comme mes autres amis d'enfance, mais parce que j'avais moi-même une fermette, j'avais l'élevage de lapins, j'avais l'élevage de porcs, j'avais l'élevage des poulets, des volailles. Donc, mais aujourd'hui, honnêtement, je suis en toute confiance. Et pour moi, c'est aussi très intéressant quand même d'avoir d'avoir traversé ce parcours. Je ne regrette rien. C'est une enfance passionnante et passionnée. Merci pour votre développement et pour votre présentation aussi. Et merci d'avoir accepté de venir dans notre podcast enfin. Et même, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous êtes parti en Union soviétique? Oui, et au fait, bien que je m'étais impliqué dans la compagnie familiale, bien que j'avais ma fermette, bien que j'avais mes petites entreprises, même au pays, très très jeune, adolescent, il s'est fait que dans les années 1989, peut-être vous étiez encore jeune, il y avait eu la tendance sur ce qu'on appelle les grèves. Ouais. Parce que j'étais en faculté de mathématiques et physique, et parallèlement, j'avais un seul rêve, c'était de devenir professeur de mathématiques et de physique, mais aussi entrepreneur. Mais en 1989, qui nous a amené vers la conférence nationale des forces vives de la nation, j'avais vu un risque venir, c'est-à-dire les années blanches. Et dans tout le pays, au Bénin, j'avais postulé pour la bourse de l'Union soviétique, parce que c'était justement les seules bourses qui restaient en ce moment. Et puis j'ai été sélectionné. Et je savais que je serais sélectionné parce que j'avais eu de très bonnes notes au baccalauréat. Et donc, c'est ce qui m'avait amené à prendre le vol vers l'Union soviétique. Et vous avez fait combien de temps en Union soviétique? Et moi, j'ai fait pratiquement 8 ans en Union soviétique parce que quand j'avais fini mes études en Union soviétique, passionné toujours par l'entrepreneuriat. Et croyez-moi, j'étais le seul noir parce que on venait de quitter une transition communiste où c'était interdit d'avoir des travailleurs autonomes. Parce qu'en Union soviétique, dans le temps, il n'y avait pas des entreprises privées, il n'y avait pas de travailleurs autonomes. Et j'étais parmi les premiers étrangers à ouvrir un magasin au marché central de Kharkiv, qui est aujourd'hui la deuxième capitale de l'Ukraine, qui est bombardée. Et puis, et là, j'allais justement en Croatie, j'allais en Pologne, j'allais dans certains pays, en Allemagne, pour acheter des t-shirts, les sandales, et j'avais ouvert mon premier magasin.
Et puis c'est comme ça, au fait, je suis resté en entrepreneuriat, bien que j'étais toujours étudiant. C'est comme ça, je n'ai pas renoncé à la file entrepreneuriale. Donc, de votre parcours, on retient que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que vous avez eu depuis tout petit. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on quitte du domaine entrepreneurial, de vos fonctions d'ingénierie, et de venir à la fonction de consul honoraire du Bénin au Canada? Déjà, comment devient-on consul? Mais au fait, n'oubliez jamais que je suis un produit de la communauté. Je fais partie de la diaspora. Et moi, tout ce qui concerne les activités communautaires, bien que je suis une personne un peu réservée, vous le savez, mais le don de soi et le service, l'aide, l'entraide, la solidarité, j'ai toujours travaillé dans ça. Et parce que j'ai eu le privilège et la chance de vivre dans une maison familiale où on côtoyait les cousins, les neveux, et puis ma mère gardait les enfants des autres. Donc très tôt, j'avais appris à collaborer avec des gens d'abord. Et c'est à cause de ça, et puis j'ai aidé beaucoup de gens aussi à immigrer au Canada. Et parce que j'ai toujours cru au partage d'informations. Et puis c'est comme ça. Et arrivé au Canada, j'avais compris qu'il manquait un service consulaire. Et il manquait un service à la diaspora. Et aujourd'hui, je suis très fier de devenir consul honoraire du Bénin à Montréal depuis 2015. Et puis, comme vous le savez, le service est très efficace. Donc, pour devenir consul, est-ce que ça a été de votre propre chef ou bien ça a été une nomination à décret ou bien vous avez fait une démarche particulière pour être nommé consul? L'histoire est simple. Et ma mère était décédée et j'avais cherché dans Montréal partout parce qu'il fallait que je rentre au pays pour son enterrement. J'avais cherché dans Montréal partout et où se trouve notre consulat. Et il s'est fait que je n'avais pas eu assez facile à ce consul parce que c'était des consuls québécois, canadiens que nos pays nommaient. Et après plusieurs démarches pour avoir un laissez-passer pour rentrer au pays, je m'étais rendu compte que notre consul n'était pas accessible. Et du coup, j'ai été en retard pour l'enterrement de ma mère. Et puis, à mon retour, j'ai commencé par comprendre que quelqu'un d'autre pouvait se retrouver dans les mêmes situations que moi. Alors, j'avais un ambassadeur, lui aussi qui avait fait l'Union soviétique, M. Goutondi, à qui d'abord je rends un grand hommage parce que c'est un ambassadeur incroyable qui avait saisi l'opportunité de choisir un personnage comme moi. Et il était à Ottawa dans le temps et je lui ai dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, mais moi, je peux faire l'affaire. Et c'est comme ça je suis devenu consul honoraire. Donc c'était juste un hasard, un parcours, et puis c'était surtout suite au décès de ma mère. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes à la fois consul, entrepreneur et ingénieur. Comment est-ce que dans votre quotidien, ces différentes fonctions se nourrissent? Actuellement, j'ai à mon actif 3 entreprises. Et Transport Le Quisidor qui s'occupe de livraison des marchandises, des camionnages lourds à travers le Québec. Et j'ai aussi Interlivraison Express qui s'occupe des livraisons des prélèvements sanguins et des médicaments pour les hôpitaux, des sérums, des vaccins. Et puis aussi, j'ai aussi une compagnie qu'on appelle Marché Intercontinent qui s'occupe de la valorisation de l'emballage des produits tropicaux. Mais parallèlement à ça, je joue pleinement le rôle du consul honoraire du Bénin à Montréal. Et vous savez, quand on a des approches entrepreneuriales, et puis surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de commande, vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses en ligne. D'ailleurs, vous êtes au courant, il n'y a pas cet individu, il n'y a pas ce compatriote qui va dire qu'il appelle le consulat honoraire du Bénin à Montréal. Il n'y a pas eu de réponse. Parce que on a essayé de mettre beaucoup de choses en ligne. On a essayé
et que ce soit les procurations, que ce soit les légalisations, que ce soit les mises à jour, même le RAVIP, hein, on vient de commencer. Vous pouvez avoir ce service-là parce que si on est entrepreneur, il faut savoir bien s'entourer. C'est le plus important. Donc, mes collaborateurs sont toujours présents, mes 2 secrétaires sont très actifs, ce qui fait que le service se donne très bien. Donc, on peut concilier l'entrepreneuriat avec le consulat honoraire. D'ailleurs, vous savez, le caractère bénévole du rôle d'un consul. Un consul n'est pas payé par le gouvernement. Donc, du coup, il faut concilier l'entrepreneuriat avec le rôle d'un consul. Et la plupart des consuls honoraires sont des travailleurs autonomes parce qu'on ne peut pas, les conditions de base, on ne peut pas être consul, on ne peut pas être fonctionnaire et être consul honoraire. C'est très important de comprendre ça. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, si on va aller un peu au niveau du consulat, parce que moi, par exemple, quand moi je suis venu, si ce n'était pas à cause de lui, je ne saurais pas qu'il y a un consul. Quelles sont les missions du consulat pour la diaspora béninoise qui vient? Quelles sont les fonctions auxquelles on a accès, mais qui sont peut-être méconnues pour la plupart des personnes? Oui, et la plupart des membres de la diaspora, que ce soit même pour les autres pays, les autres nationalités, ils ne connaissent pas le rôle d'un consulat honoraire. Le consulat honoraire, il s'occupe des actes consulaires. Et quand on dit ça n'a aucun rapport avec une entité, par exemple, comme un ambassadeur. Un consul honoraire, c'est un personnage à qui le gouvernement d'un pays confie une mission. C'est une mission d'abord régalienne, c'est un privilège d'être consul honoraire d'un pays, de représenter un pays, un gouvernement. Mais seulement nous occupons plus des actes consulaires, c'est-à-dire des actes administratifs, c'est-à-dire tout ce qui concerne les cartes consulaires et les légalisations, par exemple les procurations, les certificats de mariage, de décès et plutôt l'assistance surtout à la communauté. Quand un membre de la communauté se trouverait dans une situation inconfortable, l'arrestation policière et plutôt on peut représenter dignement un compatriote pour défendre ses intérêts dans un secteur communautaire, dans un secteur consulaire. C'est ça le rôle d'un. Et il y a aussi le rôle d'un protecteur, c'est-à-dire la protection consulaire. Et oui, effectivement, le consulat honoraire du Bénin à Montréal joue pleinement ce rôle de nos jours. Okay. Mais si par exemple quelqu'un vient à Montréal aujourd'hui, un Béninois qui immigre vers le Canada aujourd'hui et vient à Montréal, quelle est la première chose qu'il doit faire? La première démarche à mener vers La première chose, normalement, pour un Béninois qui immigre aujourd'hui, ce matin, à Montréal, devrait connaître d'abord où se trouve son ambassade ou bien son consulat. C'est le basic, c'est la base. Parce que il faut d'abord savoir où se trouve la représentation de notre pays. Alors, la première des choses, c'est de déterminer où se trouve son consulat ou son ambassade. Ensuite, de se rapprocher de son consulat ou bien de son ambassade, quels sont les services qui sont disponibles. Parce que souvent, à la dernière minute, quand les compatriotes sont en difficulté, c'est là où, de toutes les manières, ils contactent leur consulat, que ce soit leur consulat ou bien leurs ambassades. Ça peut être les cas de maladie, ça peut être les cas de décès, ça peut être même les cas de divorce, ça peut être même les cas où quelqu'un est agressé par ou bien l'identification d'un compatriote. Donc, et ça prend aussi une identification consulaire, c'est-à-dire la carte consulaire aussi. Et oui, la première démarche à faire, c'est de se rapprocher de son consulat ou bien de son ambassade. C'est normal et c'est ça qu'il faut faire. Donc, la carte consulaire, elle est très importante. Oui, la carte consulaire est très importante et aussi l'identification consulaire aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de services qui se donnent en ligne à travers le nouveau programme du gouvernement, offert le RAVIP, l'identification consulaire. Et puis, je profite aussi pour vous annoncer qu'aujourd'hui, au consulat honoraire du Bénin à Montréal, vous pouvez vous enrôler pour le RAVIP. C'est-à-dire le recensement à vocation. Et aujourd'hui, vous pouvez vous enrôler pour le RAVIP. Vous pouvez même faire la mise à jour de vos numéros de téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fait le RAVIP à Cotonou dans le passé. Et puis aujourd'hui, quand ils veulent avoir des services en ligne,
et le service leur envoie un code sur leur numéro de téléphone. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez avoir ce service au Canada. C'est-à-dire non seulement le service de Ravib, mais aussi la mise à jour de votre signature et de votre numéro de téléphone. Ok. Si on va aller un peu de votre côté entrepreneurial, qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Surtout les jeunes immigrants. Oui, pour les jeunes immigrants qui arrivent au Canada, vous savez, je suis au Canada, ça fait 25e année précisément. Okay. Et ce que j'ai compris, et le Québec, le Canada offre beaucoup d'opportunités en entrepreneuriat. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et ce n'est pas seulement avoir à chercher des programmes de financement. Parce que en réalité, pour partir en entrepreneuriat, il faut d'abord commencer. Et vous êtes dans un environnement où on peut avoir le luxe de rêver. Okay. Parce que ici, il y a beaucoup d'opportunités. Et quand on dit entrepreneuriat, c'est pas nécessairement, disons, ouvrir une boutique. C'est pas nécessaire. Vous pouvez passer à partir d'un métier. Vous savez, quand j'ai ouvert Auto Transatlantique, c'est un garage de réparation de véhicules. Donc, c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est-à-dire auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous pouvez, à travers un diplôme d'études secondaires, et par exemple un DEP, un diplôme d'études professionnelles, passer par exemple par une formation technique professionnelle, qui est par exemple la mécanique, la plomberie, l'électricité, et partir votre entreprise. Et même, vous pouvez même ouvrir une entreprise, et par exemple, juste pour les changements de pneus, un changement de pneus chaque année, un changement d'huile, et équilibrer les pneus pour, au fait, les filtres, et puis tout, juste pour un véhicule. C'est déjà un entrepreneuriat. La salle dans laquelle nous sommes ici aujourd'hui, le monsieur, c'est un concept entrepreneurial. Il a pris un local, il vous met et puis c'est ici au Canada, le concept d'entrepreneuriat, c'est simplement de comprendre qu'on peut partir d'un métier. Déjà, qu'on peut partir d'un métier pour partir son entreprise, comme aussi on peut, par exemple, ce qu'on a fait avec Marché Intercontinent, c'est des produits tropicaux qu'on a essayé de valoriser à travers un comptoir qu'on appelle le comptoir d'Afrique. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Le Canada, c'est un espace pour développer l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, est-ce que déjà, il faut, comme vous l'avez dit, partir d'un métier. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a une idée en tête, qui n'est pas forcément du domaine, est-ce qu'il peut toutefois s'aventurer dans cette idée-là et créer une entreprise ou entreprendre dans ce sens? Oui, et de toutes les manières, et si vous ne créez pas votre entreprise, quelqu'un d'autre va en créer et vous utiliser. Ça, c'est clair. Parce que partout où vous irez, vous voyez une entreprise, vous voyez une grosse entreprise qui a de succès, c'est parce que ce monsieur, à un moment donné, il a pris un risque et il a développé un rêve et vous a engagé. Donc, vous pouvez faire la même chose. Et moi, je ne vois même pas de risque. Moi, j'ai le concept d'essayage. On ne dit jamais, on ne part pas pour gagner de l'argent. On part pour essayer quelque chose. Ensuite, la réussite suit. Et c'est ce que je conseille toujours à tous les jeunes. Rêvez, essayez et prenez des initiatives. Vous êtes dans un pays où, au pire, à un âge avancé, vous pouvez repartir dans une entreprise pour travailler. Mais si vous avez la passion, vous voulez faire des choses, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes dans un environnement où tout est possible. Maintenant, moi j'ai une question. Par rapport au concept d'entrepreneurial et par rapport à votre vie professionnelle, comment est-ce que vous arrivez à gérer les deux? Est-ce que aujourd'hui, vous n'exercez plus comme ingénieur informatique? Oh non, c'est curieux. Et vous savez, comme je vous avais dit, j'avais commencé à partir de mon entreprise à l'âge de 11 ans. Ouais. Et cela veut dire que quoi? Cela veut dire que même quand j'étais au cours primaire, au cours secondaire, même à l'université, je travaillais
dans mon entreprise. Oui. Je travaillais dans mes fermes. Honnêtement, là, je vendais des poulets aux grossistes au marché Ganghi. Et je vendais les salades. Et c'est à cause de ça, arrivé en Union soviétique, j'avais ouvert une compagnie. D'abord, j'avais parti une compagnie, comme je vous le disais tantôt, des ventes, des t-shirts et plutôt. Mais vu que j'étais un ingénieur en informatique, très tôt, j'avais compris qu'il fallait vendre des appareils électroniques. Et j'étais le premier à ouvrir ce qu'on appelle Internet Café. J'avais Internet Café dans la ville de Kharkov, j'avais Internet Café dans la ville de Kiev, j'avais l'Internet Café dans la ville de Moscou. Et puis, à travers cela, on vendait tout ce qu'on appelle les disques durs, on faisait les réparations. Donc, on peut partir réellement d'une formation que nous maîtrisons et de l'ingénierie pour partir en affaires. C'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, j'avais ces boutiques-là et qui vendaient tout ce qui s'appelle électronique, ordinateur usagé. J'allais justement en Allemagne pour acheter des ordinateurs usagés et je les réparais, je les revendais dans les boutiques que je gardais à l'Union soviétique dans le temps. Maintenant, vous aviez déjà une base assez solide au Bénin avant de voyager. Mais quel conseil donneriez-vous? Est-ce que vous encouragez les gens à voyager, à aller en aventure, à embrasser l'aventure, comme vous le faites depuis tant d'années? Le monde a changé. Okay. Et le monde est devenu un gros village. Ouais. Et avouons-le. Et l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique des années 1980, Oui. des années 90. Aujourd'hui, je crois personnellement que les opportunités sont partout. Et moi, mon cheminement d'aller en Union soviétique, et d'ailleurs c'est l'Union soviétique, ce n'est pas le Canada, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis. Et c'était d'aller peut-être faire une formation universitaire malgré les contraintes linguistiques. Parce que n'oubliez pas que j'ai perdu une année de langue russe avant de rentrer en faculté. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate globalement, c'est que les opportunités sont partout. Et encourager, je ne dirais pas ça. Encourager les jeunes à prendre le vol et à aller dans les autres pays, je ne dirais pas ça. Parce que j'ai vu de grandes mutations, même au Canada. Dans les années 2000, au Canada même, on avait eu beaucoup d'immigrants asiatiques, notamment chinois, indiens et même russes. Aujourd'hui, on a le sens inverse de l'immigration. Parce que, au fait, l'être humain cherche là où il va bien vivre. Et je ne dirais pas que je vais encourager les jeunes à prendre le bateau, à prendre le vol pour aller se chercher ailleurs. La seule chose que j'ai appris dans ma vie, on peut se construire partout. C'est très sincère et on peut se construire en Afrique, on peut se construire au Canada, comme le monde est devenu un gros village où les opportunités sont partout aujourd'hui dans la réalité actuelle des choses. Mais comment est-ce que votre parcours en Union soviétique, votre parcours d'immigrant vous a nourri en tant qu'être humain? D'abord, si vous vivez dans un environnement où vous avez des restrictions, Oui. et si vous vivez dans un environnement où les opportunités sont limitées, un pays comme l'Union soviétique dans le temps, Oui. et vous êtes obligé de rehausser votre niveau et vos caractères. Oui. Et l'Union soviétique m'a appris beaucoup de choses. Et parce que si vous avez une boutique volante, c'est-à-dire une boutique volante dans un marché central, et vous étiez le seul immigrant un samedi matin, et vous savez que de 7h à 10h, vous devrez vendre les 50% de vos t-shirts. Et les 50% restants seront ramassés par la police parce que la loi interdisait.
Donc, vous créez nécessairement de carapace. Oui, ce parcours a fait que quand je me suis retrouvé au Canada, une terre d'accueil, où les opportunités sont énormes, où les regards ne sont plus branchés sur vous, vous ne pouvez que dire, voyons, toutes les portes sont ouvertes. Parce que c'est ça qui a forgé encore plus mon caractère. C'est-à-dire mon passage dans un pays de l'Est. Les pays de l'Est des années 2025, ce n'est pas les pays de l'Est ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande ouverture vers le monde aujourd'hui. Donc oui, mon passage là-bas m'a forgé définitivement. Et vous savez, en moins de 6 ans, j'ai pu ouvrir dans le passé, dans cet environnement de l'Est, 7 compagnies. Des compagnies qu'on ouvrait, qu'on refermait. Qu'on ouvrait, qu'on refermait. À cause des restrictions ou... À cause des restrictions. Okay. Donc ici, écoutez, on ne peut pas... Moi, je le dis toujours, le Canada, c'est un pays où vous pouvez construire vos rêves. C'est ça. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur les nouveaux immigrants? Bon, sur le monde des nouveaux migrants que vous côtoyez. Ah ouais, que vous rencontrez aussi au consulat plutôt. Ce qu'on a constaté, parce que comme je vous disais, je suis consul honoraire depuis 2015. Surtout la dernière fête de l'indépendance m'a montré des statistiques. Je n'étais pas simplement dans la salle comme un consul, je n'étais pas simplement dans la salle pour une fête. J'étais dans la salle aussi pour observer. Cette communauté béninoise au Canada. Ce que j'ai constaté, et ce que je constate d'ailleurs beaucoup plus, il y a une vague de Béninois qui viennent beaucoup au Canada. Et vous étiez aussi, si vous étiez dans la salle, vous allez remarquer que quand le chanteur et M. Vano était rentré, pratiquement tout le podium était occupé. Ouais. Et non seulement le podium était occupé, mais aussi les gens chantaient répétaient le refrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que c'est une immigration très récente de jeunes. De jeunes ces jeunes-là viennent d'arriver. Et je peux vous dire que la communauté s'est transformée. Parce que ça fait plusieurs années que je fréquente la fête de l'indépendance. Mais cette année-ci, c'est inédit. Et les figures que je voyais dans la salle, il y a de cela 10 ans, ce n'est plus les mêmes figures, ce n'est pas les mêmes personnages. La dynamique a changé et la communauté s'est transformée, s'est rajeunie aussi plus. Oui, on reçoit beaucoup de fils par jour, téléphoniques par jour. La communauté a beaucoup évolué. Et au sein de la communauté de la diaspora béninoise au Canada. Actuellement, nous avons des statistiques régulièrement inscrites au niveau du consulat, 9700 Béninois au Canada. C'est les gens qui sont inscrits régulièrement, qui ont des cartes consulaires. Maintenant, les autres, donc, moi, selon les statistiques canadiennes, on peut se retrouver à 10 800. C'est énorme pour l'instant. Et croyez-moi, le nombre de naissances, parce que c'est des jeunes couples, c'est des jeunes couples dans l'âge de 27 ans et jusqu'à 35 ans. Donc, c'est des couples qui vont se reproduire. Qui se reproduisent beaucoup de plus en plus. Et la moyenne d'enfants, c'est 3 par couple. C'est énorme. D'ici là, on sera 30 000. D'ici là, oui. Et puis, parce que c'est des jeunes. Mais la communauté ne se retrouve plus dans Montréal Métro Sud, la rive nord de Montréal métropolitaine. La communauté se retrouve plus dans Gaspésie. Beaucoup plus en Gaspésie, à Matane, à Rimouski, à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de Béninois qui ont compris qu'il faut quitter l'île pour aller se chercher beaucoup plus et dans les villes les plus éloignées. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommanderais à la communauté. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez vous construire, si vous voulez
créer, c'est-à-dire vivre, et allez-y beaucoup plus dans les régions. C'est dans les régions qu'il y a plus d'opportunités. C'est dans les régions où vous pouvez faire carrière. C'est dans les régions de Québec, même du Canada, que vous pouvez vous établir. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Et dans les régions, vous aurez accès aux services de gouvernement. Vous pouvez même changer vos carrières. Je vous recommande, par exemple, au niveau du Québec, vous pouvez vous installer peut-être dans les régions de Rimouski, dans les régions de Matane, dans les régions de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de places là où vous pouvez vous installer en famille, même si vous êtes jeune. Et dans la partie anglophone, vous pouvez vous installer à London, vous pouvez vous installer à Oshawa. Il y a beaucoup de places. Là où vous pouvez, à Nouveau-Brunswick, il y a aussi d'autres places, les banlieues. Et vous savez, quand je suis venu au Canada, moi, je m'étais installé à Brossard. Et dans le temps, Brossard, aujourd'hui, ce n'est pas le Brossard qu'on a connu dans les années 2000. Brossard était une banlieue. Et c'était loin. Mais loin par rapport à quoi? Par rapport à qui? Aujourd'hui, pour entrer à Brossard, c'est plus évident. Et moi, je m'étais installé à Brossard dans les années 2000. Et 25 ans plus tard, vous avez vu ce que Brossard est devenu. C'est ce que je dis toujours, parce que je travaille beaucoup plus dans l'immobilier. Hein. Je suis dans l'immobilier aussi, locatif et puis tout. Donc, je vous conseille d'aller dans les régions pour pouvoir vous installer. Comme ça, vous allez avoir une immigration réussie. C'est dans les régions que tout se passe aujourd'hui. Okay. Pour en revenir à votre fonction de consul, on aimerait bien savoir une anecdote qui vous a marqué ou vous avez aidé, pas besoin de citer le nom de la personne, mais d'expliquer un peu la situation dans laquelle un immigrant béninois s'est retrouvé et le consulat l'a aidé à s'en sortir et que ça vous a vraiment marqué. Quelle situation vous pourriez choisir pour nous donner une anecdote? Oui, honnêtement, il y a une anecdote. En fait, c'est marquant. En pleine Covid, il y avait une jeune fille qui avait fini ses études universitaires à l'UQAM. Okay. Et à la dernière minute, elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité à la dernière session de $9 500. Nous étions en pleine Covid. Elle a perdu ses 2 parents au Bénin dans un accident. Puis, elle a appelé le consulat honoraire du Bénin à Montréal. Et j'ai pris ma voiture, j'étais allé voir le recteur de l'UQAM. Et je lui ai dit, voilà, la fille a perdu ses parents, elle ne peut pas avoir son diplôme pour pouvoir postuler pour le permis pour ses études. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, parce que l'enfant était en dépression, la fille. Puis, avant de sortir de cette salle, le recteur m'a offert une bourse discrétionnaire pour la fille, en pleine Covid. Et la fille, ça a été payé, ça a été réglé, séance tenante, ça a été payé par une bourse discrétionnaire. La fille a eu son diplôme et aujourd'hui, elle travaille à Revenu Québec. Ça, c'est une fierté. C'est bien ça. Ensuite, il y a une autre anecdote et une fille que le consulat avait suivie, dont la mère est béninoise et le papa est ivoirien. Okay. Voilà une fille très intelligente, mais qui aimait les boîtes de nuit, qui sortait et puis tout, jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée avec un bébé en main. Mais elle était aussi d'ingénieur, à Polytech. À Polytech, ok. Et les parents m'ont appelé pour dire, monsieur le consul, est-ce que vous pouvez assister cette fille? Croyez-moi, à chaque fois, j'allais la sortir de la boîte de nuit vers 2h du matin. Vous savez, aujourd'hui, la fille, elle est la directrice. Elle a fini avec un bébé en main. Elle est la directrice générale de la Banque nationale à Manitoba. Okay. Et chaque année, je la vois avec le bébé. Il y a eu beaucoup d'assistance qu'on a eu à faire. Je me rappelle aussi d'un monsieur aujourd'hui qui est dans le trader à Toronto.
qui avait aussi eu des problèmes à l'université, que le consulat avait assisté. Et l'année dernière, elle m'a sollicité pour devenir son témoin de mariage. Ah. Vous savez, c'est des fonctions, il n'y a pas un prix pour ça. Le caractère bénévole de cette fonction me permet quand même d'atteindre certains objectifs là où je suis rendu dans ma vie. C'est ça que je gagne plus dans cette fonction. Dans cette fonction-là. Merci. Enfin, maintenant, moi j'ai une question. Quel est le regard du Consul aujourd'hui sur l'évolution de l'Afrique, sur l'évolution du Bénin? Quel est votre regard aujourd'hui sur l'évolution du Bénin? Quand vous observez de loin, quand les gens viennent ici, quand vous interagissez aussi avec ceux qui viennent de là-bas, sur l'évolution. Eh bien, écoutez, je ne suis pas très loin du Bénin parce que la preuve, je vais au Bénin chaque 2 ans avec mon épouse. Mon épouse est d'origine ukrainienne. Ok. Et donc, quand je vais au Bénin, on fait du tourisme. Oh, et j'ai fait beaucoup de routes. Parce que moi, je déploie le tourisme au Bénin. Je ne voyage pas là-bas. Actuellement, au Bénin, pour rencontrer papa, maman, parce qu'ils ne sont plus. Et donc, je voyage et puis... c'est pour du tourisme. C'est du tourisme classique. Et comme j'ai beaucoup d'expérience, je voyais beaucoup plus dans les Caraïbes ici, tout, je connais les produits touristiques, je suis très exigeant. Et donc, en allant vers le Bénin, d'ailleurs, je fais un appel d'offres à candidature pour chercher mes propres guides à moi. Et j'ai des routes que j'ai dessinées, je prépare, et à chaque fois quand je vais au Bénin, j'applique mes destinations. Et le Bénin a beaucoup changé. La dernière fois, j'étais en 2023 et cette année, je m'apprête aussi pour aller. Le Bénin, il y a eu une transformation incroyable. Et vous savez, moi, je fais la route de Ouidah, c'est une route qu'il faut faire. Et je fais la route de Porto-Novo avec le fleuve Noir, la rivière Noire vers Adjara, qu'on a développé, moi et mon épouse. Je fais aussi la route de Grand Popo et pour aller rencontrer la Bouche du Roi, là où la rivière et la mer se rencontrent. Et je fais aussi j'ai fait la route de Pandjari. Et beaucoup de gens ne connaissent pas. Et actuellement, oui, il y a un peu de problème au nord. Oui, mais c'est incroyable, la Pandjari. Et quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas eu le temps la chance de m'envoyer là parce qu'on n'a pas la culture du tourisme. Mais moi, j'ai fait la Pandjari 2 fois. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Et puis le président a développé quand même, en entretenant les animaux, en les conservant et puis tout. Le Bénin a beaucoup évolué sur le plan d'infrastructure et les routes et même l'approche. Et aujourd'hui, avec le consulat, comme vous posez la question, vous pouvez avoir vos services en ligne. Aujourd'hui, vous pouvez avoir vos actes de naissance sécurisés, vos cartes CIP. Il y a la digitalisation de beaucoup de services. Vous pouvez avoir vos laissez-passer, mais vous pouvez avoir visa. En tant que consul honoraire, quand les gens m'appellent, même pas plus qu'hier, et un ancien consul de la France qui habite désormais au Canada m'a appelé pour dire, mais moi je veux avoir mon visa à l'instant même. Je dis, vous allez l'avoir dans la minute même. Et quand on a fait, je dis, gardez la ligne, on lui a fait le visa en ligne, mais il était impressionné. Il était abasourdi. Oui, le Bénin a beaucoup changé. Et vous savez, même aujourd'hui, est-ce que vous savez bien que vous pouvez faire vos passeports avec passeport et diaspora? Aujourd'hui, écoutez, tout se fait très bien. Et en ce qui concerne les actes consulaires, et puis moi, je suis très fier de tout ce qui s'est passé, puisque le passeport, pour les renouvellements de passeport, depuis votre cuisine aujourd'hui, vous pouvez faire la demande. Ça facilite grandement la vie aux gens. Non, ça se fait bien. Et puis, il y a eu beaucoup de transformations sur le plan, c'est surtout les services consulaires. Et ça se passe très bien. Moi, je suis très fier de ce qui se passe. Donc, moi, j'aurais une dernière question pour qu'on puisse... Parce qu'on sera déjà vers la cour de tout. Comment est-ce que vous pensez qu'avec... vous avez remarqué vous-même que il y a eu un changement dans la diaspora béninoise qui est actuellement au Canada. Il y a eu des jeunes immigrants et tout. Comment est-ce que vous pensez que ces jeunes immigrants-là
que ce soit à l'aide de l'auto-entrepreneuriat ou des micro-entreprises, comment est-ce qu'ils peuvent constituer un levier de développement pour le Bénin depuis le Canada? Oui, comme toute diaspora, comme vous le savez, les Asiatiques en ont fait dans le passé. Par exemple, que ce soit les Chinois, les Vietnamiens qui étaient nombreux au Canada quand on était venus, beaucoup sont retournés chez eux et pour saisir des opportunités. Parce que dans le temps, on faisait l'immigration directe des pays comme l'Asie, le Vietnam, la Chine, l'Inde qui venaient au Canada. Le développement de ces pays, ça, il faut le dire. Et de plus en plus, on commence par comprendre qu'il y a les compétences qui font le sens inverse. Ils retournent au pays pour saisir des opportunités. Est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez? Oh, j'encourage ça. Okay. J'encourage définitivement. Et j'encourage très honnêtement parce que les opportunités aussi sont là-bas aujourd'hui. Et il y a tout est à refaire là-bas. Et vous pouvez faire copier-coller de tout ce qu'on a vu ici pour aller les remettre là-bas. Vous pouvez créer, par exemple, les PFK, par exemple, dans un contexte béninois. Vous pouvez même faire les McDonald's dans un contexte béninois. Vous pouvez faire ce qu'on est en train de faire ici, même là, ce dispositif, vous pouvez le transférer là-bas. Vous pouvez demander au monsieur, mais comment il a monté ça? Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont faire les podcasts aussi, dans un contexte béninois. La demande est là. Tout se passe en ligne aujourd'hui. Les gens veulent avoir de quoi, les YouTube et les Facebook et puis les contenus à regarder, mais les contenus de qualité. Et écoutez, il faut un matériel. Il faut un matériel. Vous prenez votre sac à dos, vous pouvez le faire, pas seulement au Bénin, dans la sous-région, que ce soit au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Gabon. Partout, vous pouvez faire exactement la même chose, ce qu'on fait ce matin. Mais donc, les opportunités sont là et sont énormes et tout est à faire. Mais une question. Qu'est-ce qui vous désole ou vous décourage dans la diaspora béninoise? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse, qu'on ne fait pas depuis que vous êtes là? Genre des actions qu'on ne fait pas. Moi, je suis bien placé pour vous dire que la diaspora béninoise au Canada fait beaucoup de choses. Je croise beaucoup de compatriotes qui retournent au pays. Je croise beaucoup de compatriotes, même de ma génération, qui retournent au pays. Pas plus qu'il y a un mois, il y a un projet de retour que j'ai piloté avec un Béninois qui a décidé, on avait une compagnie ensemble. Et puis, lui, on avait ouvert une compagnie dans les années 2001, dans l'entretien ménager commercial. On avait des bancs. Après, je l'ai vendu la part de mes actions. Et lui, il a continué. Et il a décidé de rentrer au pays pour développer une fermette entre Porte-Novo et Sakété. Et aujourd'hui, croyez-moi, on a fait 4 conteneurs. Il a monté 4 conteneurs. Il a pris tout. Il a contacté les fermettes et les fermes ici. Il a eu la connaissance et puis tout. Pourtant, c'est un ingénieur en électromécanique. Et puis, qui est parti, il est devenu fermier. Et ça fait la 2e année, mais il fait un gros chiffre d'affaires. Il a fait ce choix et de retourner au pays. Et il vit la vie d'un fermier là-bas. Mais ça, c'est sur le plan individuel. Ce dont moi je parle, c'est collectif. Par exemple, il y a d'autres diasporas, par exemple, qui mettent en place des actions et chaque année, ils font des choses dans leur pays. Ça peut être une banque de la diaspora d'un pays. Ça peut être la construction des écoles où on sait que c'est la diaspora de tel pays, ou bien c'est la diaspora béninoise de tel pays qui l'a fait et qui le fait. C'est pas des actions qui sont très vues, qui sont très souvent initiées dans la diaspora béninoise. C'est parce que, oui, ici, la diaspora béninoise, d'ailleurs, je vais lancer un coucou à madame Amel, qui, par exemple, à travers Wemekwe, par exemple, accompagne beaucoup les écoles dans Dango, à Cotonou et au Bénin, en fabriquant des bancs et des chaises. C'est une madame, par exemple, qui a développé cela. Et puis, chaque année, elle envoie beaucoup de matériel en fabriquant des bancs. Et le concept qu'elle a monté, par exemple, c'est extraordinaire. Et elle mobilise les fonds. Et ensuite,
elle a créé d'emplois pour un menuisier là-bas et le menuisier fabrique les bancs là-bas au lieu de prendre des bancs usagés ici pour pouvoir envoyer. Par exemple, c'est des actions que vous n'êtes pas au courant qu'elle faisait ça depuis des années. Et puis, je profite ici pour l'encourager, c'est Madame Armel qui le fait. Et il y a aussi Madame Enia Loko qui fait beaucoup de choses pour le Bénin. Et elle est de la diaspora. Et vous le savez bien. Et M. Zezano, quel que soit ce qui arrive, c'est une machine à travailler. Oui. C'est un monsieur qui fait beaucoup. Il a développé, par exemple, les tontines dans la communauté. Oui. Et vous êtes au courant. Oui. Et il est transparent. Il publie tout sur sa page. Et vous avez vu le niveau d'organisation. Et je profite aussi ici pour le saluer. Et en fait, c'est le président de ACBE Session Canada qui fait beaucoup de choses pour la communauté, malgré les difficultés, malgré les divisions, malgré tout. Ça, c'est des leaders. Et il faut prendre un exemple sur ces leaders qui font aussi des choses. Et puis d'autres aussi, ils en font beaucoup au niveau de la communauté vers le Bénin. Vous pouvez aussi le faire. Et j'encourage beaucoup de jeunes à prendre des initiatives. On n'a pas besoin de 100, 150 personnes pour faire des activités. Et on a besoin des leaders. Ça prend une personne, définitivement, pour passer un projet. Mais ça prend ça. Si on attend toujours qu'on va se rassembler, qu'on va s'entendre, personne ne va, on ne peut pas évoluer. C'est-à-dire, ça prend toujours les leaders. Dans l'histoire de l'humanité, les gens qui ont fait des grandes choses, ils n'ont pas attendu tout le monde. Non. Ils ont fait des choses parce qu'ils y croient, ils ont avancé et ils avancent. C'est comme ça marche. Mais moi, je m'en voudrais de ne pas vous poser une question sur un sujet. Oui. Souvent, il y a des gens qui viennent ici comme étudiants et qui n'étudient pas et qui cherchent d'autres arcanes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel conseil vous donneriez à ceux qui, normalement, doivent étudier, mais qui parfois n'y vont pas, ils n'étudient pas, et ils cherchent d'autres arcanes pour faire des trucs là, pour avancer dans le périple de l'immigration. Mais... je vais vous répondre sans filtre. Ouais. Je vais vous répondre sans filtre. Ouais. Je suis désolé pour ces genres de comportement. Parce que avant de prendre un visa d'études, c'est que la personne aurait déclaré non seulement les intérêts à étudier, mais les preuves de paiement des études, oui, et qui serait capable à payer. Ce qu'on a constaté, par exemple, au consulat, parce qu'on reçoit beaucoup d'appels, et soit les étudiants, ils quittent le Bénin directement, et c'est à partir de l'aéroport, ils commencent par constater qu'ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité au Canada. Parce qu'il faut le dire, le Canada, ce n'est pas la France. Non. Les frais de scolarité sont énormes. On parle entre 9 500 et 11 000 $ par session pour les études universitaires. Okay. Et on parle à peu près de 24 000 $ pour une formation technique professionnelle. À part cela, il faut aussi considérer les frais de subsistance et de loyer. Donc, j'encourage les parents, par exemple, qui veulent envoyer leurs enfants au Canada, de comprendre et puis de préparer ce budget. Parce que on ne peut pas, dans le contexte canadien, étudier à temps plein et travailler. Mais parce que le revenu que l'étudiant ferait en travaillant à temps partiel, à peine ça va suffire pour payer son téléphone et son loyer. C'est pourquoi je décourage ces genres de comportement. Je décourage qu'on ne vienne pas ici et en pensant qu'on va commencer le lendemain matin à travailler et être capable de payer ses études. Malheureusement, c'est ce phénomène qu'on commence par rencontrer de plus en plus. Et parfois, les jeunes on tombent en dépression. On en a beaucoup, on reçoit beaucoup d'appels. Et d'autres
sont obligés d'utiliser d'autres fins, en fait, pour pouvoir atteindre l'objectif. Ça, c'est à décourager. Quelqu'un m'avait soufflé une fois que même les consuls reçoivent parfois des appels de l'immigration par rapport à telle personne. Est-ce que vous avez déjà eu à être confronté à des appels d'immigration? On reçoit souvent des vérifications de la part de l'immigration qui nous demandent, par exemple, si notre pays est en guerre. Et si, par exemple, parce que souvent, on commence pas à remarquer qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile dans la communauté béninoise. Il faut le dire. Et puis, les histoires aussi diffèrent d'un individu à un autre. Ouais. Et bon, il y a... Parfois, ça peut être vrai, parce qu'il y a persécution au niveau de la famille. Ouais. Ça peut être peut-être, au fait, d'autres histoires familiales. Mais, bien sûr, oui, l'immigration nous appelle. Les avocats nous appellent aussi pour vérifier si effectivement nous avons, il y a la guerre civile chez nous, s'il y a des poursuites politiques et puis tout. Et bon, nous, on essaye de répondre dans la mesure du possible. Mais le Bénin est un grand pays, donc il n'y a rien de tout ça. Voilà. Ok. Pour conclure notre mot de fin, nous allons vous laisser donner un conseil, que ce soit à la jeunesse immigrante, la jeunesse d'Afrique, la jeunesse béninoise. Selon votre parcours, votre expérience, ce que vous faites aujourd'hui dans la vie, quel conseil vous pouvez donner à un jeune aujourd'hui pour la suite de sa vie? Bon, d'abord, pour commencer, j'aimerais vous remercier et de m'avoir invité sur ce plateau pour échanger avec vous. C'est nous qui vous remercions. C'est vraiment inspirant et puis je ne pouvais pas ne pas répondre à vos appels. D'abord, vous avez beaucoup insisté, j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. D'ailleurs, la résilience entrepreneuriale. Parce que, et c'est ça, hein, justement, qui fait que ça dit, vous allez réussir en affaires. Parce que ça, c'est des aspects aussi. Parce que vous aurez à avoir des clients et il faut insister, faire du suivi et puis tout. Et puis, je vous remercie d'abord et puis c'est très apprécié. Et ce que je dirais, et pour finir, pour la diaspora qui se trouve ici au Canada, je pourrais vous dire que le Canada, c'est un pays d'accueil, c'est une terre d'accueil. Ici, vous pouvez atteindre vos objectifs. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et n'hésitez pas surtout à changer de métier si ça ne marche pas. Et n'hésitez pas toujours à changer même vos profils parce que c'est pas toujours ce que vous aviez étudié que vous devrez faire. Personne n'a dit ça. Vous pouvez quitter, vous pouvez être ingénieur et devenir chauffeur de camion. Ici en Amérique du Nord, ce qui est important, c'est les essais. Il faut essayer des choses. C'est ce que moi j'ai appris dans la vie. Ensuite, pour la jeunesse béninoise et africaine, l'Afrique a évolué. L'Afrique évolue toujours. Il y a quelque chose, une révolution qui se passe chez nous. Et vous n'êtes pas obligé de vous déplacer nécessairement, de faire du voyage pour atteindre vos objectifs. Parce que on en a vu avec les Vietnamiens, surtout ceux-là qui ont immigré comme moi. On a vu que en 2025, on n'a plus l'immigration asiatique comme ce qu'on avait connu dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les choses ont beaucoup évolué chez eux. Que ce soit surtout le pays qui m'impressionne beaucoup, là où j'étais dans ce pays plusieurs fois, le Vietnam. Et beaucoup de choses ont changé. On n'a plus de Vietnamiens qui viennent travailler ici, par exemple dans les manufactures. Donc, au Bénin, dans la sous-région et puis tout, on peut aussi se créer des opportunités. Et je vais finir pour dire, le gouvernement ne peut pas créer tous les emplois. Ce n'est pas vrai. Et c'est les individus qui créent des emplois pour bâtir une société. Donc, ce que je peux vous dire, vous avez le choix. Vous pouvez rester en Afrique. Vous pouvez aussi voyager. Mais ce que je vous conseille, en Afrique, il y a encore beaucoup d'opportunités qu'on peut exploiter de ce jour. Merci. Est-ce que l'immigration par le bateau, c'est un truc que vous découragez, que vous déconseillez totalement? Pas la mer. Je ne serai pas discret. J'ai été approché par plusieurs journalistes ces dernières années, même cette année, qui m'ont posé, les journalistes canadiens qui m'ont posé les mêmes questions. Est-ce que je vais participer, par exemple, aux dénonciations que le Canada vole
les infirmiers, les infirmières, les médecins, les ingénieurs, parce qu'au Bénin, on en a besoin. Ça, c'est des réflexions. Est-ce que c'est juste? Est-ce que les pays développés n'abusent pas? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Bénin, vous allez voir que nous avons, par exemple, l'hôpital de référence. Le chic. C'est le chic dans lequel on a besoin de tout. C'est un hôpital comme l'hôpital général juif, comme l'hôpital de Montréal, comme l'hôpital Sainte-Justine. Et on a besoin de tous les spécialistes. Et imaginez si tous ces spécialistes-là se retrouvent au Canada. Et donc, on aurait créé un hôpital, mais sans les ressources humaines. Oui, je suis une personne ouverte et je sais que chacun a son choix dans la vie. Et comme je disais, on peut rester là-bas et avoir le choix, comme aussi on peut immigrer. Je ne dirais pas que je découragerais l'immigration, parce que l'immigration, c'est un choix. Non, mais moi, je parle de l'immigration, pas la mer. Pas l'immigration clandestine. L'immigration clandestine. Ah ouais, mais l'immigration par la mer où les gens rentrent dans des bateaux, et je décourage ça. C'est pas une bonne chose à faire, et parce qu'il y a beaucoup de risques. On peut immigrer correctement. On peut aller dans un pays avec dignité. Oui. Donc, je décourage ça définitivement. J'encourage une immigration structurée qui va vous amener dans un pays avec dignité, avec respect. Avant de clôturer l'émission, tout à l'heure, vous avez lancé un appel d'offres pour chercher des guides. Il faut que ce sont des guides sur place au Bénin. Oui, ce sont des guides qui sont sur place au Bénin. Et il y a beaucoup de guides. On a même mis quelques guides sur notre site internet que vous pouvez voir. C'est-à-dire le site du consulat honoraire du Bénin à Montréal, session d'hiver. Vous allez voir ça. Et il y a beaucoup de guides de qualité actuellement au Bénin. J'ai expérimenté ça et je l'expérimente beaucoup. Il y a des guides qui ont une connaissance parfaite de leur secteur, de leur route. Parce que nous avons plusieurs routes touristiques au Bénin aujourd'hui. Je pratique ces routes. Et c'est une réalité, c'est pas un mythe. Vous voulez faire la visite de Porto-Novo, il y a des guides qui vont vous faire visiter Porto-Novo. Porto-Novo que vous allez connaître beaucoup, vous allez découvrir. Et il y a des guides qui font la route de Ganvier. Il y a les guides qui font la route de Ouida. Il y a les guides qui font même la route de Grand Popo et même du Nord. Et parce que le tourisme, c'est un produit. Et ce qui se passe au Bénin actuellement, c'est inédit. Et parce que j'ai le privilège quand même de voyager beaucoup dans les Caraïbes. D'ailleurs, je voyage le 21 prochain à Holguín, en Cuba. Donc, on commence par voir que nous avons aussi des produits, nous avons des choses à offrir. Toi, tu aurais un mot de fin pour la fin de l'épisode? Je vais d'abord remercier le consul d'avoir accepté enfin de venir dans notre podcast. Ça nous a fait plaisir. C'était un honneur pour nous de vous recevoir. Et moi, ce que je vais finir par dire, c'est déjà de vous inspirer de tout ce que le consul a dit, de son parcours de vie, et de savoir que le meilleur reste à venir. Quand vous venez au Canada, il faut étudier, il faut aller à l'école comme moi, et Doro et moi. Et puis, il ne faut pas avoir des tendances suicidaires. Voyager, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je vous encourage à voyager, à immigrer, mais pas à prendre la mer, quoi. Pas à prendre des risques inutiles, non. Vivez d'abord, faites un projet structuré, et puis il y a plein de gens qui pourront vous aider. Donc, commentez, abonnez-vous à la page, et puis on va continuer notre aventure. Merci beaucoup. Merci à monsieur le consul. Merci beaucoup. Merci. Ok. Moi, j'aurais un dernier message pour que ça ne passe pas inaperçu. Oui. Toutes les personnes qui nous suivent et qui ne sont pas encore identifiées au niveau du consul, ce serait mieux de s'identifier en même temps. Oui. De ne pas attendre une situation urgente ou un problème avant d'aller s'identifier. Ça, c'est vrai. Donc, il y a aussi beaucoup de services à offrir. Il y a beaucoup de trucs en ligne qui peuvent nous permettre d'éviter des tracasseries, d'appeler au pays pour allonger des procédures qu'on peut avoir en rien de temps. Donc, allez prendre vos cartes consulaires. Donc, c'est la fin de cet épisode. Abonnez-vous, commentez, laissez-nous des avis. Et nous vous retrouvons dans un autre épisode avec beaucoup d'autres invités de qualité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.